Au Niger, où le fossé se creuse davantage entre scolaires et gouvernement, malgré la démarche d'apaisement, l'Union des scolaires nigériens maintient son mot d'ordre de boycott des activités académiques. Au Sénégal, le procès de l'imam salafiste Aliou Ndoa se poursuit. On l'accuse avec 28 autres personnes d'avoir voulu créer un réseau djihadiste. Derrière lui, ses élèves poursuivent l'initiation au Coran. En RDC, le gouverneur de la ville de Kinshasa a autorisé le parti historique d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social à tenir un meeting, une première depuis septembre 2016. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Niger où le fossé se creuse davantage entre le scolaire et le gouvernement. Chacun campe sur sa position. Le gouvernement annonce le paiement des bourses et allocations ainsi que la date des examens de fin d'année. Pendant ce temps, l'Union des scolaires nigériens maintient son mot d'ordre de boycott des activités aussi bien académiques que les concours et examens de fin d'année. Le point, c'est avec notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. Dans un point de presse conjointement donné, les ministres des enseignements supérieurs et celui des enseignements professionnels ont déploré la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation. Celui des enseignements supérieurs a indiqué que le gouvernement a fait de gros efforts en payant les bourses. Le gouvernement a décidé d'assurer régulièrement le paiement des bourses, des allocations. À l'heure où je vous parle, le comptable de l'ANAB est en train de payer à Maradi. Ce qui fait que nous sommes déterminés à jouer notre partition et nous demandons à tous les acteurs de faire autant pour qu'ensemble, nous conjuguions nos efforts pour sauver l'école nigérienne. En réaction, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens demande le paiement des bourses. Jusqu'à ce mois d'avril, aucun étudiant nigérien n'a reçu la bourse du premier trimestre qui devait être échue en janvier dernier. Personne, aucun étudiant nigérien à l'extérieur n'a touché la bourse du premier trimestre. Les étudiants de l'université des Anders, aucun étudiant n'a eu sa bourse du premier trimestre. Les étudiants de la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou-Mouni, les étudiants de l'école normale supérieure de l'université Abdou-Mouni de Fodinami, plus de 60% des instituts de Niamey. Et à tout ce nombre s'ajoutent les nouveaux bacheliers, où aucun d'entre eux n'a eu sa bourse du premier trimestre. Le gouvernement appelle les scolaires à reprendre les chemins de l'école. Selon le ministre des enseignements professionnels, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour sécuriser les élèves et établissements scolaires. Aussi, les examens de fin d'année auront lieu en juin prochain. Le gouvernement va prendre toutes ces responsabilités pour créer les conditions objectives de la reprise des cours. Les examens se dérouleront sur l'ensemble de notre territoire national conformément aux jours et dates retenus par le gouvernement. Pour l'heure, le secteur de l'éducation reste fortement paralysé malgré les assurances du gouvernement. Une paralysie qui a atteint les établissements scolaires privés qui observent le mot d'ordre de l'Union des scolaires nigériens. Au Burkina Faso, les étudiants internes de l'université privée Saint-Thomas d'Aquin en stage au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou réclament leurs frais de stage en sit-in au ministère de la Santé pour se faire entendre. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Le constat avec notre correspondant à Ouagadougou, Claude Romba. Chaud d'ambiance ce mardi au ministère de la Santé. Les étudiants en médecine de l'université privée Saint-Thomas d'Aquin en stage dans les hôpitaux publics à Ouagadougou en sit-in pour exiger les frais de stage ont été chargés par les forces de l'ordre. On a décidé de faire le sit-in au sein du ministère. Dès lors qu'on est arrivé, on a déjà vu les CRS qui étaient présents. Et au moment où on a décidé de faire le briefing de notre présence au sein du ministère, ils ont commencé à nous gazer. Les étudiants avaient pourtant été reçus lundi dernier par le ministre de la Santé avec au cœur des échanges cette épineuse question des frais de stage. Mais pour les internes, le délai du 23 mai n'est pas tenable. Ils exigent leur bourse ici et maintenant.
nous on demande un paiement immédiat de nos frais de stage parce qu'on a déjà été plusieurs fois sur des bases de promesses qui ne sont pas abouties. On pense qu'on est dans notre ministère et on est venu juste se faire entendre. On n'est pas venu pour faire des casses. Non, on n'est pas venu pour faire des casses. On est juste venu leur faire passer le message qui a été décidé par tous les médecins de notre université. On nous a fait des promesses depuis des années qu'on aura les frais de stage. Les frais de stage qu'on avait déjà eu auparavant, avant l'insurrection, on a eu ça. Après, ils ont évoqué, ils ont interrompu et ils ont parlé des restrictions budgétaires. Le bras de fer est donc engagé par les étudiants qui comptent maintenir la lutte jusqu'à obtention de leur bourse. Et même les gaz lacrymogènes ne pourront entamer leur détermination, clame-t-il. En Afrique du Sud, au moins 10 000 personnes sont descendues dans la rue mercredi lors d'une grève générale contre l'introduction d'un salaire minimum de 20 rands par heure. Une somme considérée comme un salaire d'esclave qui doit entrer en vigueur le 1er mai prochain, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa. Reportage. Le salaire minimum, une première en Afrique du Sud, doit entrer en vigueur le 1er mai prochain, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa. Mais elle est déjà massivement contestée. Au moins 10 000 personnes sont descendues dans la rue ce mercredi lors d'une grève générale contre l'introduction de cette rémunération minimum d'une valeur de 20 rands par heure. Les grévistes qui ont également défilé dans plusieurs autres villes du pays, dont le Cap, Durban et Port-Elizabeth, ont répondu à l'appel à la grève de la deuxième fédération syndicale du pays, la SAFTU, qui considère cette somme comme un salaire d'esclave. Le parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique de Julius Malema s'est également associé au mouvement. En revanche, la plus grande centrale syndicale du pays, la COSATU, alliée du gouvernement, n'a pas appelé à la mobilisation, estimant que près de la moitié des travailleurs, soit 47%, allaient profiter de l'introduction du salaire minimum. Les grévistes protestent également contre l'introduction prochaine de nouvelles lois qui limitent selon eux le droit de grève. Ces manifestations constituent le premier mouvement social d'importance auquel est confronté le président Cyril Ramaphosa. On reste dans les débrayages. Quelques milliers de partisans de l'opposition malgache se sont rassemblés ce mercredi devant la Cour constitutionnelle à Antananarivo. Ils continuent d'exiger la démission du président, cible d'une fronde politique à quelques mois des élections. Réunis pour la 5e journée consécutive sur l'emblématique place du 13 mai au centre de la capitale, les manifestants, environ 2000 selon un journaliste, ont mis le cap sur le siège de la plus haute instance judiciaire du pays. Rajao dégage tout de suite, ont-ils scandé. Ceints de leur écharpe aux couleurs blanc, rouge et vert de Madagascar, plusieurs députés se sont extraits de la foule pour déposer une requête en destitution du chef de l'État à la Cour, protégé par des policiers militaires en armes. Le droit de déposer une demande de destitution est un pouvoir accordé par la Constitution aux députés, a affirmé la députée Anitrieina Razafimanantsoa. Leur demande déposée, les manifestants sont repartis vers la place du 13 mai, théâtre de tous les grands rassemblements politiques de l'histoire récente de la Grande Île. À 7 mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition occupe les rues de la capitale depuis samedi pour dénoncer les nouvelles lois électorales qu'elle juge favorables au seul gouvernement. La Cour constitutionnelle malgache doit se prononcer d'ici jeudi sur la légalité de ces tests qui durcissent notamment les conditions de révision des listes électorales et de candidature à la magistrature suprême. Mardi, l'opposition a nettement durci le ton et exigé la démission du chef de l'État, accusé de vouloir la faire taire. En prévision de la marche de mercredi, le ministère avait toutefois mis en garde contre toute tentative d'entrée forcée dans un endroit stratégique, allusion claire à la Cour constitutionnelle. Aucun incident n'avait été rapporté mercredi en milieu de journée. Élu en 2013, le président Eri n'a pas encore annoncé s'il allait briguer un second mandat cette année. En République démocratique du Congo, le gouverneur de la ville de Kinshasa a autorisé l'UDPS à tenir son meeting, une première depuis septembre 2016. À l'occasion, élu il y a pratiquement 3 semaines, Félix Tshisekedi a pris la parole devant ses militants. Reportage. Le meeting s'est déroulé dans le calme devant quelques milliers de militants venus écouter le leader de l'UDPS.
Félix Tshisekedi a commencé par demander 1 minute de silence pour les victimes congolaises du Kasaï et de l'Est du Congo. Puis il a fait ce que ses partisans attendaient de lui, endosser le costume de candidat à la présidentielle et démentir les rumeurs sur d'éventuelles négociations pour un poste de Premier ministre. Il a donc salué la décision des autorités d'autoriser ce rassemblement tout en les incitant à aller plus loin sur le chemin de la décrispation. Cette autorisation de manifester n'est pas un cadeau, c'est une conséquence de notre lutte. Il y a la pression, il y a pas na Congo. La copée s'appelle Longo, il y a la police. Nous félicitons la retenue de la police. Il faudra qu'ils apprennent à nous regarder comme leurs concitoyens et non comme leurs adversaires. Aujourd'hui, ils ont travaillé comme il le faut. Certains ont attendu plus de 5 heures sous le soleil. Félix Tshisekedi et son cortège ont mis plus de 2 heures à parcourir la quinzaine de kilomètres qui séparait sa résidence de la place Sainte-Thérèse, escorté de motos. Il faut dire que meeting autorisé, cela fait longtemps que les militants de l'UDPS attendaient cela. N'est-ce pas, c'est la conséquence de tout ce qu'il y a eu comme manifestation, comme marche, comme sacrifice, la conséquence de tout ce que nous avons connu comme perte en vie humaine. Le pouvoir ne peut plus rien, et voilà, il est au bout du souffle, il ne peut que nous laisser. Promettant de lutter contre la corruption s'il était élu, le candidat a redit son opposition à la machine à voter, ce système de vote via écran tactile qualifié de machine à tricher. Autre demande du nouveau patron de l'UDPS, la libération des prisonniers politiques au Congo et permettre le retour des opposants en exil, notamment Moïse Katumbi, également candidat à la présidentielle, mais qui risque la prison s'il revient au pays. Au Sénégal, le procès de l'imam salafiste Alioune Ndoa se poursuit. On l'accuse avec 28 autres personnes d'avoir voulu créer un réseau djihadiste dans le pays. Depuis 2 semaines, l'imam, qui n'a cessé de clamer son innocence depuis son arrestation en 2015, comparaît devant les juges à Dakar. Tchèque Berté, notre correspondant à Dakar, est descendu dans son fief à Kaolack où son frère et son fils tentent de perpétuer l'œuvre d'initiation au Coran de ses élèves. Voici son reportage. Au Dara de l'imam Dao, la vie continue après son incarcération. Désormais, c'est Abdoulaye Dao, son jeune frère, qui dirige la prière dans la mosquée. C'est vendredi, les fidèles sont venus nombreux écouter son prêche, inspiré de l'actualité du procès de son frère, accusé d'apologie du terrorisme. Dans les salles de classe, c'est Moustapha Dao, le fils aîné de l'imam, qui enseigne désormais le Coran chaque matin et soir, comme ici avec ses groupes d'enfants. Plus de 500 élèves sont inscrits dans l'établissement, mais les conditions de vie sont précaires, les bâtiments sont délabrés et simplement un seul puits d'eau alimente le Dara. Chaque élève doit payer par mois 21 000 francs. À 500 mètres de là, vivent une centaine de familles dans la même précarité. Depuis 15 ans, avec toute sa famille, Adama habite dans cette petite cour. Comme tous ses voisins, il a bénéficié des terrains vierges donnés par l'imam Dao pour construire sa maison. Dans les quartiers de Gan, Alassane à Kaolack, le procès de l'imam est sur toutes les lèvres. Son arrestation il y a 2 ans a été un coup dur pour son entourage. Mais les autorités sénégalaises soupçonnent que son Dara et son champ soient devenus des foyers potentiels de formation des terroristes. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.